Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur IBM? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, ici, on va très rapidement. Vous avez également la Top Newsletter qui est gratuite sur laquelle je partage également les analyses sectorielles. Donc, on voit ici, c'est une... Oui, je sais, je parle très rapidement. C'est tout à fait normal parce que je vais faire tout ça en moins de 5 minutes. OK? Donc, on va très rapidement ici. En termes de revenus, qu'est-ce qu'on a ici en date d'aujourd'hui? On a à peu près des revenus qui sont décroissants. Et attention, quand on parle de IBM ici, les revenus sont décroissants. Il peut avoir une bonne raison derrière. C'est une entreprise qui a fait beaucoup de spin-off. OK? Donc, il y a différents segments d'activité qu'elle a eu tendance soit à revendre, soit à introduire en bourse. Donc, les revenus actuels, la comparaison ici n'est pas idéale. Donc, faites attention ici. On n'a peut-être pas la même entité, c'est une entité en pleine transformation. Donc, je pense ici qu'on a à peu près une compagnie en plein turnaround. Donc, il faut faire attention. Maintenant, quand je vais regarder les revenus, si moi je serais indulgent parce que je connais à peu près la compagnie. Donc je vais rester indulgent par rapport à ça. Mais on a quand même une baisse des revenus ici, mais ça ne veut pas dire que le business est en train de mourir ou quoi que ce soit. Elle a pris les bonnes décisions en spin-offant ou bien, enfin je mets spin-offant, voilà, bref. En cédant certaines de ses activités ici. OK? Donc, en termes de marge brute, est-ce que les marges brutes sont restées stables ou ont augmenté? On constate ici qu'on a une augmentation des marges brutes. J'aime ça. Est-ce que les marges EBITDA ont augmenté ou bien sont restées également stables? On a plutôt une stabilité des marges EBITDA. D'accord? On a même, voilà. Depuis 2015, si on compare les deux, voilà, on constate les deux ici. Donc, on a une diminution des marges brutes à ces niveaux-ci. Et les marges brutes ont commencé à augmenter à peu près 2019-2020 par là. Donc, on a une différence entre 46 et 53%. Ça fait quand même un bon 6% par là. Mais vous constatez que les marges EBITDA sont plutôt stables. On paye plutôt la stabilité ici. Ce n'est pas plus grave. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les marges brutes ont augmenté et pourquoi est-ce que les marges EBITDA sont plutôt stables. D'accord? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que les marges EBITDA auront tendance à augmenter dans le temps, etc. Il faudrait également aller vérifier ça. Donc, du point de vue dette ici, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? On a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours ici de 3,1 fois les EBITDA. En termes de dette nette en termes de volume ici, est-ce que les EBITDA, la dette nette diminue? Donc, on a 44 milliards de dettes. Je sais, le volume de dette peut vous faire peur, mais tout dépend ici du niveau des EBITDA ici et du niveau ici de génération ici de flux de trésorerie libre. OK? Donc, de free cash flow. Ici, on a à peu près 44 milliards plutôt. Et ça a l'air de diminuer. On avait à peu près une soixantaine de milliards, à peu près aux alentours de 2019. Donc en 3 ans, en 4 ans par là, ils ont repayé à peu près 16 milliards de dettes. C'est une bonne chose. Donc maintenant, du point de vue free cash flow, est-ce que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens? On constate, on compare les deux ici, on vérifie, on voit ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Ok, les net income ont tendance à diminuer, mais faites attention, vu qu'il y a beaucoup de restructuration ici, on peut avoir tendance également à mettre énormément ici d'éléments exceptionnels. Ok, donc surtout les charges non financières. Donc, faites attention. Est-ce que c'est un business les analystes s'attendent à quoi en termes de bénéfices, en termes de free cash flow dans le futur ici? Donc, je vais prendre ici un N+3 pour faire rapidement ici N+3. Donc, 12 milliards par là, ok? En N+2 ici, du point de vue, en N+2 ici, on s'attend à peu près à combien? À peu près 11 milliards par là, donc on voit à peu près une certaine augmentation. Ok, donc on s'attend à peu près du 12 milliards. Et 12 milliards en question, est-ce qu'on est plutôt à quelque chose d'exceptionnel? Non, on est plutôt au niveau de la moyenne ici. Ok, du point de vue revenu, est-ce qu'on s'attend à une croissance des revenus? Je dirais plutôt que la stabilité serait déjà une bonne chose, donc on va quand même vérifier. Les analystes s'attendent à quoi? Du point de vue revenu, ça reste une information comme une autre. Donc, je vais aller vérifier dans les rapports financiers pourquoi derrière, ok? Donc, ici, on constate qu'on s'attend à du 64 milliards, on a à peu près 60 milliards ici, ok, parfait. Donc, légère augmentation. Donc, si nous avons une entreprise ici qui peut avoir du 12 milliards ici de bénéfices nets, donc on a déjà pris une certaine guesstimation à l'intérieur, mais très léger ici. Et le 12 milliards en question, on a déjà eu par le passé, donc c'est assez correct ici. C'est un business qui peut se négocier entre 10 et 15. Techniquement, on paye aujourd'hui 10 et 15 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, mais en réalité, elle pourrait même aller jusqu'à 17 fois les bénéfices. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années ici. Mais c'est clairement une entreprise qui peut se tirer à 17 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, parce que son secteur d'activité, c'est comme ça que ça se comporte. C'est comme ça qu'on se comporte dans ce secteur d'activité-là. Bref. Je vais quand même prendre en considération les bénéfices nets moyens payés par le marché sur les dernières années ici, en prenant en considération une légère augmentation ici des free cash flow. Ok, à 10 fois les bénéfices, moins la dette nette, 85 $. 12 fois les bénéfices, moins la dette nette, 111 $. 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, 150 $. Donc, 10 fois les bénéfices, je n'y crois pas trop. 15 fois les bénéfices, c'est possible. Et quand bien même on serait pessimiste,
D'accord? Admettons qu'on est pessimiste et que ce business-ci s'est négocié à peu près 15 fois les bénéfices ici, mais 10 milliards par là. Donc, je mets 10 milliards au lieu d'avoir 12 milliards. Donc, je travaille avec 10 milliards. Si on reste plutôt sur les 10 milliards ici à 15 fois les bénéfices, moi, la dette nette, on a à peu près 118 dollars. Si on prend 15 fois les bénéfices, moi, la dette nette ici, avec 12 milliards, on a à peu près 150. Donc, je pourrais dire ici qu'en date d'aujourd'hui, IBM est correctement évalué. Correctement évalué. Maintenant, tout va dépendre de la croissance future. OK? Donc, si ça vous intéresse ici, compréhension du business model, etc., les priorités du management ici, si tu veux regarder le business ici du point de vue rendement ici, tu te dis, c'est un business qui peut te rapporter du 12 milliards ici, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qu'elle a déjà eu à faire par le passé, ok? On me demande de payer 134 milliards ici pour obtenir 12 milliards dans le futur, ça peut être intéressant si on n'a pas de dette nette. Ok, ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que je dis, c'est correctement évalué. C'est peut-être une entreprise qui pourrait être intéressante du point de vue rendement des dividendes. Ok, je pense qu'elle paye à peu près la moitié de ce gain ici en dividendes. Donc, elle paye à peu près de 6 milliards ici en termes de dividendes ici. Donc, elle a les moyens de le faire. Elle a même les moyens d'augmenter ces dividendes-là. Admettons même qu'on prend du 8 pour 80% ici. On pourrait arriver à quel niveau? On pourrait arriver à 7% par là. Donc, du point de vue rendement, du point de vue dividende, c'est une entreprise intéressante. Du point de vue performance, dividende, ici, ça dépend ici de la réduction de la dette. En tout cas, si cette compagnie-ci m'intéresse, il faudrait que j'aille plonger ici sur le changement dans ce secteur d'activité, d'accord? Et quel est l'objectif du management ici? Quelle est la stratégie du management ici à long terme dans ce secteur d'activité-ci, d'accord? En termes de marge, etc. également, c'est important. Donc, la taille du marché, bref, je vous laisse aller voir ça. Mais au prix actuel, c'est intéressant du point de vue dividende, on va le dire. Ok, tout va maintenant dépendre ici de la politique d'allocation du capital, donc surtout au niveau du remboursement de la dette. Ok, donc je ne dirais pas que IBM est surévalué, ça peut être intéressant au prix actuel, mais vous connaissez à peu près quelles sont les hypothèses qui ont été prises dans cette évaluation-ci. Personne n'achètera jamais une compagnie sans lire les rapports financiers. Lisez vos rapports financiers. Donc le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter gratuite. Merci.